Et c'est parti à présent pour Planète Marché. 3 experts à nos côtés ce soir pour décrypter la riche actualité économique et financière. Nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Bonjour Christophe Barraud. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. À vos côtés, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Jean-François Robin, également directeur de la recherche chez Natixis CIB. Bonjour Jean-François Robin. Bonjour Nicolas, bonjour messieurs. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse également. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés par Vincent Manuel, directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management. Bonjour Vincent Manuel. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également à vous. On va commencer avec vous, tiens Christophe Barraud, et on va commencer avec l'actualité du jour, puisque aujourd'hui les Américains se rendent aux urnes pour les élections de mi-mandat. Alors on l'a noté en introduction, effectivement, il y a un sujet de majorité présidentielle, un sujet de majorité au Congrès. Concrètement, que peut-on attendre de ces élections de mi-mandat et surtout quel pourrait être l'impact en bourse? Je précise juste avant que vous répondiez qu'on lit un peu tout et son contraire sur le sujet. Parfois, une majorité démocrate serait une bonne nouvelle, parfois une majorité républicaine serait une bonne nouvelle, parfois on lit également que soit l'un ou l'autre, ça ne changera rien pour les marchés financiers. Qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement selon vous? Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Déjà, dans l'idée, qu'est-ce qu'on attend? Il y a à peu près 70% de chances que les Républicains reprennent tout le Congrès. Donc, ce qui donnerait un Congrès républicain et un président démocrate. Donc, qui serait, à mon sens, plutôt positif pour les marchés, surtout sur le plan fiscal. C'est-à-dire que l'idée est de se dire que les démocrates avaient tendance à dépenser. Donc, ça voudrait dire que pas de dépenses supplémentaires s'ils sont élus. D'accord. L'idée qu'il peut y avoir aussi, c'était que si les démocrates conservaient le Congrès, il y avait une possibilité de taxation sur les grosses boîtes cotées, une augmentation de la taxation sur les rachats d'actions. Donc ça aurait été plutôt aussi négatif pour les marchés. Donc ça peut être un soulagement de ce point de vue-là. Donc moins de dépenses et politique fiscale moins conséquente qu'anticipée si jamais... Pour les gros groupes cotés, ouais. Pardon. Donc ça, plutôt positif à court terme pour les marchés actions, positif potentiellement pour les obligations, si moins de dépenses, moins d'alimentation de l'inflation. Donc moi, je retiendrai surtout cet angle fiscal. Après, il peut y avoir des impacts selon les secteurs, selon la tech, selon l'énergie. Il peut y avoir des implications différentes. Le potentiel retour d'un candidat Trump à des élections présidentielles qui sont pas avant 2 ans aux États-Unis. Alors effectivement, là, on est on imagine une annonce qui n'aura lieu que la semaine prochaine, mais en tout cas, le fait que Donald Trump s'invite avant même que les élections aient lieu, la veille des élections, sur une potentielle grande annonce, je cite, est-ce que ça peut avoir un impact supérieur sur les marchés financiers ou là encore, c'est pas aujourd'hui que ça aura un impact? Alors, déjà, il faut savoir que dans les sondages, si vous regardez les sites de paris sportifs, il est déjà favori pour 2024. Donc D'accord. Ça vient juste à un moment à peu près logique, post-midterm. Donc beaucoup de gens s'y attendaient déjà. Donc je ne suis pas certain que ce soit une énorme nouvelle. Maintenant, l'implication, elle va être surtout sur la sphère internationale plus que sur les US, que ce soit en termes géopolitiques, mais aussi sur tout ce qui va être tension commerciale. Parce qu'on se souvient très bien de son mandat avec des tweets qui vont partir à n'importe quel moment sur la Chine. Vous vouliez suivre les marchés financiers, vous suiviez son compte Twitter, bien sûr. Oui. Exactement. Donc ça, je pense qu'ici, tout le monde s'en passe très bien. Mais ça pourrait être synonyme de tension commerciale à un moment où les États-Unis rencontrent des difficultés avec l'Europe suite à leur plan qu'ils ont voté récemment sur le Reduction Inflation Act, qui a été beaucoup critiqué dernièrement. Donc ça viendrait rajouter un petit peu des tensions à court terme. Donc on verra surtout en 2024 ce qui se passe, parce que c'est très loin. Là, de toute façon, ça n'aura pas de grande incidence. Il y aura vraisemblablement une primaire chez les Républicains, et on sait très bien qu'aux États-Unis, sur les dernières élections, entre le début et la fin de la primaire, il peut se passer beaucoup de choses. Jean-François Robin, même question sur ces midterms dont on sent qu'ils sont décisifs pour la politique américaine et donc pour la politique économique américaine d'un point de vue européen sur les marchés financiers. Qu'est-ce que vous en attendez ? Ce qui est
très, très, très probable quand même, c'est que la question, c'est de savoir si les Républicains vont remporter l'ensemble du Congrès ou une des deux chambres. Mais en tout cas, c'est clair qu'on va avoir à minima ce qu'on appelle un split Congress. Donc voilà, on va avoir sans doute une situation finalement assez à la française, je pense, c'est-à-dire avec un Congrès assez opposant par rapport à Biden, c'est-à-dire voilà, une chambre qui est plutôt dans l'opposition. Traditionnellement, une majorité républicaine, c'est plutôt effectivement de la baisse de dépenses, et donc ça c'est un petit peu favorable. Là, c'est un petit peu différent, parce que ce qu'on a vécu avec Trump, c'était quand même des énormes dépenses fiscales, donc c'était très dépensier également. Donc là, on se souvient plutôt de la surchauffe due à Biden, mais avant ça, Trump a été déjà aussi très, très, très fortement dépensier. Puis une chose qui a changé, parce que quand on regarde depuis l'après-guerre, en général, il y a effectivement, en moyenne, on perd 38 sièges à la Chambre depuis la guerre. Donc là, c'est évident qu'ils vont perdre la Chambre. Est-ce qu'ils gardent le Sénat? Moi, je pense qu'ils perdent tout, mais on va voir. D'accord. Mais en tout cas, voilà, il n'y a plus de primes aux sortants, c'est plutôt des primes au dégagisme. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, on va avoir probablement un congrès républicain et un président. Et ça, on avait vécu ça aussi avec la Belgique. Les marchés, en fait, ils aiment bien quand il y a, en fait, finalement, pas trop de gouvernement, quoi. Et donc, il ne se passe pas grand-chose. Quand on ne peut plus prendre de décision, quoi. Donc, je suis assez, là aussi, tenté de penser qu'effectivement, si on a ça va vouloir dire moins de dépenses publiques parce qu'on se mettra d'accord sur rien, fin peut-être des attaques sur le monopole des grandes fintech, etc. Voilà, c'est un peu tous les débats qu'il y avait dans le camp démocrate actuellement. Et donc, ça plutôt favorable aux actions et aux taux d'intérêt si moins de dépenses publiques. Cela étant, il y a aussi l'aspect un peu à la française. Et là, du coup, d'avoir un congrès très très opposant pour préparer 2024 et Donald Trump qui va annoncer en grande pompe que de toute façon s'il n'est pas élu en prison, donc quelque part il faut qu'il soit élu, donc évidemment que le 15 il va nous annoncer qu'il arrive. Donc pour vous il n'y a pas de doute sur l'annonce du 15? Non, aucune, parce que c'est une question de sa survie au moins politique, quoi. Donc c'est clair qu'il va y aller. En revanche, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir un congrès très 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 agressif. Je suis encore fait mon parallèle avec la France, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne votera pas forcément le plafond de la dette, qu'on ne votera pas forcément un certain nombre de capacités de la gouvernement fédéral à dépenser ses dépenses courantes. Et ça peut avoir un truc un petit peu sur la qualité de la dette américaine, sur le dollar, l'aversion au risque, etc. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que le risque, c'est qu'on ait un congrès qui bloque pour bloquer, c'est ça? Et que du coup, ça a un impact sur le... Et voilà, et le côté, finalement, ça va couler doucement, sympa pour les actions, sympa pour les taux. Si on commence à avoir vraiment de l'aversion au risque et on vient avoir un congrès, parce que, encore une fois, les candidats républicains aujourd'hui ne sont pas les candidats républicains d'hier. C'est des républicains très alter-droite, quoi. Donc, bien sûr. Donc, c'est pas les mêmes, quoi. C'est pas des gens mauvaise publique, etc. C'est plutôt des gens un peu plus radicaux que ça. Et moi, le danger que je vois aussi pour l'Europe, parce que vous posiez la question de l'Europe, c'est qu'on peut avoir un congrès beaucoup moins favorable. Je pense qu'on aura le même congrès, compte tenu de ce qu'on peut en entendre, même congrès vis-à-vis de la Chine, pas grand-chose de changé, donc un truc assez agressif. En revanche, sur le soutien à l'Ukraine, sur le soutien à l'Europe via des livraisons de gaz liquide notamment, il peut y avoir des choses qui changent. C'est pas forcément tout ça un scénario le plus sympathique pour géopolitiquement, mais peut-être économiquement pour l'Europe. Oui, parce que là, ce que vous nous décrivez, c'est un scénario qui peut devenir un scénario à risque pour le continent européen. Je pense que honnêtement, le Congrès peut être pas si sympathique que ça, Congrès républicain. On avait bien vu Donald Trump qui s'attaquait à l'Allemagne, à l'Europe, guerre commerciale aussi avec l'Europe. Si c'est des députés républicains à son image, ça va être un petit peu plus tendu pour verser de l'argent à l'Ukraine, pour aller aider l'Europe à sortir de sa crise énergétique l'hiver prochain. Attention quand même. Vincent Manuel, effectivement, c'est vrai qu'il y a la question de la réaction des marchés financiers et puis il y a la question du contexte économique hors États-Unis et de l'impact que ça peut avoir en Europe ou en Chine. Comment est-ce que vous abordez un petit peu ces élections de mi-mandat et toutes les implications qu'elles peuvent avoir? Mais historiquement, la thèse dominante de beaucoup d'investisseurs, c'est que les mid-terms remportés par l'opposition sont favorables pour les marchés statistiquement, mais comparaison n'est pas raison, parce que historiquement, même si on observe généralement sur l'ensemble des mid-terms passés une performance des marchés actions de l'ordre de 15% dans les 12 mois qui suivent, en fait, on met là-dedans beaucoup de cycles économiques et marchés très positifs. Si on regarde maintenant plus les deux midterms perdus par Barack Obama, c'est plutôt du plus 3, plus 4% sur un an. Donc ce qu'on est capable de gagner ou de perdre en 2 jours de marché. Donc je pense qu'il faut relativiser ça. L'autre point, donc il n'y a pas tant d'impact, ou il n'y a plus d'impact, c'est ça? L'impact est moins évident. Et puis je pense que comme vous le suggérez, il faut aussi observer ça dans un contexte économique et marché qui reste compliqué. On a une Fed qui est toujours très hawkish, une économie qui ralentit, des profits qui sont censés croître moins vite, voire décroître l'année prochaine.
Et donc l'équation reste quand même plutôt compliquée sur les marchés actions et à l'inverse, elle peut inciter les investisseurs à se repositionner sur d'autres classes d'actifs et notamment sur les obligations. Sur le scénario marché, là, effectivement, là où je rejoins mes camarades de ce soir, c'est que l'aspect quelque part positif qu'attendent les marchés d'une victoire démocrate, d'une victoire républicaine, oui, c'est en tout cas l'idée. Oui. C'est une administration moins dépensière, donc qui met un peu moins de pression sur la Fed. Donc, qui est un petit peu moins obligé d'augmenter les taux, même si pour le moment, quand on regarde les futurs sur les Fed Funds, on ne le voit pas trop. On reste encore sur un marché qui est ancré sur des taux qui restent sur un plateau de 5% avant de décroître avant 2024. Donc pour le moment, même si le marché joue largement une très forte probabilité de victoire républicaine, on n'en voit pas trace dans les anticipations de taux. On le voit peut-être un tout petit peu sur un léger affaissement du dollar éventuellement, mais c'est en revanche, effectivement, là où on a une incertitude forte, c'est qu'il y a aussi d'autres choses que la pure politique économique domestique qui se joue, même s'il y aura moins de dépenses, il y aura peut-être aussi moins de levée d'impôts. C'est effectivement la sphère internationale et puis je dirais aussi le thème environnement, puisque effectivement une victoire républicaine au Congrès signifierait quand même aussi un coup d'arrêt aux initiatives de transition énergétique que Joe Biden a essayé de relancer, bien sûr, bien que mal, avec des plans parfois un peu surdimensionnés, mais qui auront clairement du mal à être implémentés. Et sur l'aspect international, effectivement, peut-être un peu plus une Amérique peut-être un petit peu plus divisée ou circonspecte face au montant de dépenses à opérer chaque mois pour soutenir l'Ukraine. Et puis sur la possible annonce de Donald Trump, même si je n'ose pas encore spéculer sur ce qu'il nous dira, on peut toujours être surpris, et historiquement on a été surpris. Je pense que la coïncidence de calendrier avec les midterms nous interpelle. Parce qu'elle peut 2024, c'est encore loin. Pour autant, et au-delà des échéances judiciaires qui l'attendent, il y a une façon aussi de se présenter potentiellement comme le premier opposant à Joe Biden. Ou le seul et unique candidat. D'essayer de fédérer, de se présenter comme le chef de la majorité, de l'opposition. Bien sûr. Oui. Et d'essayer de refédérer un parti républicain qui a été relativement divisé au cours des 2 dernières années. Mais ça, c'est un point, je pense, important, c'est que de préempter le leadership de l'opposition, ça me semble être le pourquoi il se met dès le 15, parce qu'en fait, on voit dans cette campagne qu'il y a quand même des alternatives à Trump qui montent et qui sont soutenues par les grands financiers du parti traditionnellement du parti républicain. Et il y a quand même des figures qui montent. Et donc l'idée, c'est de leur couper l'herbe sous le pied. Je pense que voilà, il veut dire non, c'est les gars, c'est moi qui je suis derrière. Et d'ailleurs, il a participé à la campagne sur la fin. Voilà, il est venu en Pennsylvanie, etc. Donc je pense qu'il est en train de préempter le leadership du parti républicain parce qu'il y a quand même un petit peu de menace. Voilà, exactement. Christophe Barrot, alors Vincent Manuel l'a mentionné, c'est vrai qu'il y a le budgétaire, il y a le monétaire, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que les élections de mi-mandat peuvent avoir un impact sur la stratégie de la Fed, alors justement que les marchés, ou en tout cas suite à la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, on pouvait s'attendre à un changement de tempo ou en tout cas un changement d'intensité dans les hausses de taux. Est-ce qu'on peut avoir demain une surprise sur la stratégie ou non de la Fed, ce qu'elle pourrait faire ou ce qu'elle serait forcée à faire en fonction du résultat des élections? Sur l'impact politique sur la Fed, je pense que peu importe le gagnant, l'idée c'était de juguler l'inflation au maximum avant ces élections, ces mid-terms, parce que l'inflation était la principale préoccupation des ménages. Donc peu importe le vainqueur, on pourrait, si on est optimiste, se dire qu'il y aura un peu moins de pression politique sur la Fed après, peu importe qui est élu. D'accord. Maintenant, je ne suis pas certain que ça change significativement le raisonnement de la Fed à court terme, à savoir que le principal focus, ça reste vraiment l'inflation cœur et comment ça va évoluer. Si bien que le chiffre de l'inflation de jeudi aura vraisemblablement plus d'impact sur les taux que les mid-terms ce soir, à mon sens. Même si une victoire républicaine laisse entendre moins de dépenses budgétaires et donc potentiellement une inflation un peu moins alimentée. De toute façon, tant que ce n'est pas dans le chiffre, globalement, la Fed ne changera pas de stratégie. Ouais, à très court terme, il y a vraiment cette notion de comment évoluent les données macroéconomiques dans les 2-3 mois à venir. La politique monétaire, la politique potentiellement budgétaire, je pense que ça a plus d'impact sur l'échéance longue de la pente des taux. À très court terme, il y a vraiment un focus sur quelles sont les données de l'inflation, quelles sont les données du marché de l'emploi, comment ça évolue pour calibrer le degré de relèvement de taux.
Alors justement, les données sur le marché de l'emploi, on les a eues la semaine dernière. L'inflation pour le mois d'octobre, on l'aura donc on l'aura jeudi. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre selon vous sur le plan de l'inflation et de manière plus générale? On a assisté donc il y a quelques jours à cette idée que la Fed prendrait en compte le contexte économique avant de futures hausses de taux, et puis finalement un désaveu qui a été tout de suite fait par Jérôme Powell en disant oui, effectivement c'est l'idée, mais on va quand même continuer à faire progresser nos taux. L'idée, c'est peut-être prendre un peu plus son temps dans la phase de remontée de taux afin de voir s'il n'y a pas des dommages collatéraux, notamment en termes de stabilité internationale, avec les tensions qu'on a pu voir au Royaume-Uni, les tensions qu'on peut voir aussi au Japon. Donc je pense que c'est de prendre un peu son temps. Mais l'idée de relever les taux d'intérêt, elle est là. Il l'a répété à plusieurs reprises. On sait que l'inflation va rester élevée pendant longtemps, qu'il y a potentiellement des risques à la hausse sur l'inflation, donc sur l'énergie qu'on maîtrise peut-être pas du tout, ou même si, par exemple, la Chine venait à réouvrir son économie beaucoup plus rapidement que prévu. Donc il y a aussi côté management dans la politique monétaire qui est on va voir ce qui se passe, et fonction de ça, on garde une petite marge de manœuvre. Mais le sens, c'est toujours de remonter les taux d'intérêt. Maintenant, jusqu'où ils iront, ça va dépendre de ces chiffres de l'inflation. Donc nous, on pense que les chiffres seront légèrement inférieurs au consensus, ou au pire en ligne avec le consensus. D'accord. Parce que si je prends 2 minutes pour décortiquer, vous avez des pressions à la hausse donc sur les prix de l'essence, parce que ça a baissé les 3 derniers mois, ça devrait remonter, il n'y a pas de surprise. Maintenant, on commence à voir un certain nombre de signaux comme quoi l'inflation ralentirait, voire dans certaines catégories pourrait baisser. C'est le cas sur les prix des véhicules d'occasion. C'est le cas sur tout ce qui va être médical, assurance médicale, puisqu'il y a une grosse mise à jour des données à partir du mois d'octobre. Donc ça, on le sait, après on ne connaît pas bien l'amplitude exacte. Puis le vrai, je dirais, le chiffre qui nous intéresse le plus, ça va être la progression du prix des loyers aux États-Unis, qui est donc le gros de la composante cœur de l'inflation. On sait que sur des indicateurs avancés, ça ralentit, voire ça commence même à baisser. Le problème, c'est qu'il y a un énorme décalage entre les chiffres du CPI et ces indicateurs avancés qui peut être entre 6 et 12 mois historiquement, et la corrélation est instable. Donc à partir de quand on va avoir des signaux de ralentissement sur cette composante, parce que c'est cette composante qui va faire, je pense, 50% des mouvements, on va dire, à partir du mois de mars. Donc ce que vous nous dites, c'est que les éléments sont là. La question, c'est quand est-ce qu'on va réellement le voir dans le CPI ? Complètement, parce que donc historiquement, voilà, la corrélation, c'est entre 6 et 12 mois. Donc les indicateurs qui s'appellent des market trends, qui sont fournis par des organismes privés, nous montrent qu'il y a déjà eu un début de normalisation en rythme annuel depuis février à peu près. Et si on regarde les données mensuelles, on a des chutes du prix des loyers. Or, dans la donnée du CPI, on est encore en rythme annuel en phase d'accélération, et même en mensuel, on est sur des progressions qu'on n'a pas vues depuis des décennies. Donc on sait que ça va se tasser. La question, c'est quel est le nombre de mois... le lag. Le lag. Et ça, malheureusement, c'est très instable historiquement. Donc ça peut être un gros point d'attention pour jeudi, mais je pense pour les rapports suivants, donc novembre-décembre. Jean-François Robin, ce lag, justement, comme vous le mentionnez, vous avez une idée chez Natixis CIB de sa durée? Vous vous prononcez sur le sujet Oui, alors pour faire un peu la transition, effectivement, moi je pense que de toute façon la Fed aux États-Unis, elle est partie pour monter les taux à 4,5, 5. Après, l'épaisseur du trait, je ne sais pas, mais elle se calmera et posera le crayon à ce moment-là et se posera des questions. Donc jusqu'à 5, ce qui pourrait être un taux terminal, même si c'est pas sûr. Ça peut être un taux terminal, mais en tout cas, je pense qu'elle va, quoi qu'il arrive, aller assez vite à 4,5, 5. Nous on dit 5, mais ça peut évoluer. Et alors qui peut faire changer ce 4,5, 5 ou il y a évidemment le chiffre d'inflation de jeudi, mais encore une fois, c'est un point de plus dans l'idée que quand même le pic d'inflation, nous on pense vraiment que le pic d'inflation aux US est derrière nous. D'accord.
Il ne faut pas être grand clair pour le dire, on était au-delà de 9, on est à 8,2. Nous, on est un peu dans cette idée-là que ça va aller tangenter sous les 8 aujourd'hui. Et on voit, nous aussi, plein de dynamiques quand même assez nettement baissières sur, l'inflation, mais surtout sur la croissance américaine. Nous, on voit un énorme ralentissement de la croissance américaine à venir, avec plein d'indicateurs et au premier chef desquels on voit notamment l'immobilier se retourner, et notamment on voit les indicateurs sur les loyers. Je ne reviens pas sur ce qui est dit, moi j'y souscris complètement, mais on a quand même des indicateurs très forts. Donc nous, l'année prochaine, on voit une croissance américaine à peine meilleure que la croissance européenne. Et donc avec pour l'instant des chiffres de l'emploi qui se maintiennent. Alors, qui se maintiennent, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe sur l'emploi? Typiquement, ce qu'il faut aussi regarder dans l'emploi, ça fait maintenant plus d'1 an, ça fait 19 mois que les ménages américains perdent du pouvoir d'achat, parce qu'on a une inflation à 8, 9, et puis on avait des salaires, on peut dire ça, à 4,7. Donc on perd énormément de pouvoir d'achat, qu'on a compensé jusque-là par quoi? Par du crédit et par de la désépargne. Qu'est-ce qui se passe avec le crédit aujourd'hui, avec les taux qui explosent à la hausse? Vous prenez les crédits immobiliers, voilà, c'est moins 70%, donc la demande de crédit immobilier. Bien sûr. Les taux mortgage à 30 ans, on a tangenté les 7. Donc ça s'écroule, le crédit. Vous prenez l'épargne, il n'y en a plus. Elle est dépensée. Donc de ces deux points de vue-là, et la conso c'est 70% du PIB américain, si vous rajoutez à ça ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la Fed monte à 4,5, et de toute façon ce qui va se passer avec les élections mi-terme, c'est que c'est fini les dépenses budgétaires, au mieux c'est fini, voire à baisse. Donc tout ça c'est un policy mix très très favorable aussi à un ralentissement américain. Donc ralentissement égale baisse de l'inflation de second tour. Donc le lag dont on parlait, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive, mais nous typiquement si on doit mettre un petit chiffre, on voit une inflation fin d'année 2023 à 2,5 aux États-Unis. D'accord. On voit une croissance à moins de 1%, avec un taux de chômage qui remonte vers 5,5 assez vite. Donc on a une économie américaine qui se normalise, entre guillemets, assez vite et qui va être pas si différente de ce qui se passe finalement en Europe, malgré un choc énergétique très différent, malgré plein de choses très différentes. Mais la dynamique, avec un policy mix où vous avez les deux pieds sur le frein, à la fois budgétaire et monétaire, ça va faire ralentir très fortement l'économie américaine. Donc un retour à la normale en termes d'inflation fin 2023. Après, ça veut dire... ce sera une nouvelle normalité. Oui, c'est ça, normal entre guillemets. Encore une fois, si on a une économie américaine, nous en moyenne, on la voit à 0,6, moins de 1 l'année prochaine aux États-Unis, probablement qu'elle rebondira en 2024, qu'on aura une année, il y aura bien un moment où évidemment ça va rebondir, où on aura nouvelles élections, etc. On va avoir des choses, donc c'est pas la fin de la croissance américaine. On sous-estime toujours la croissance américaine, mais en tout cas, on aura ce ralentissement. C'est pas une normalisation, parce que je pense encore une fois que l'inflation ne reviendra pas avant, parce que déglobalisation, parce que vieillissement, parce que accélération de la transition énergétique qui est déflationniste à la fin, mais inflationniste au départ, etc. etc. Mais voilà, quand même un gros choc sur l'économie américaine et donc sur l'inflation. Vincent Manuel, on évoque le chiffre donc de l'inflation de demain, mais une vision un peu plus générale effectivement de cette inflation et donc de la croissance américaine. Comment est-ce que vous voyez les choses du coup chez Indosuez Wealth Management? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, nous il y a un an on a écrit notre Global Outlook sur l'inflation, et ce qu'on pointait du doigt c'est l'accélération des facteurs structurels de l'inflation. L'inversion du paradigme démographique qui était censé être désinflationniste et qui devient inflationniste, on le voit sur les salaires, en raison des pénuries de main-d'œuvre, et c'est pas seulement aux États-Unis. La transition énergétique, on en a parlé, donc ces facteurs structurels qui sont haussiers. Et après, sur la composante conjoncturelle de l'inflation, le mot de la fin, ça sera aussi donné par le marché de l'emploi. On a beaucoup parlé de l'immobilier, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On a une évolution en 3 phases, la baisse des ventes, puis la baisse des prix et derrière la baisse des loyers. Et donc il y a cet effet de lag. Et donc c'est vrai que prédire qu'on va avoir une baisse de la composante immobilière de l'inflation avant le début d'année, c'est peut-être un petit peu risqué, mais on peut avoir une bonne surprise, mais plus probablement à partir du printemps. En revanche, sur le marché de l'emploi, effectivement, on commence à avoir un début d'inversion. Alors c'est pas une hausse importante du taux de chômage, on a un affaissement des créations d'emplois. On a logiquement, à un moment donné, des données macroéconomiques qui vont rejoindre ce que les entreprises nous disent. Et les entreprises sont en train elles ont commencé à geler les embauches à partir du 2e trimestre. Et là, elles commencent à augmenter les licenciements. Donc, quelque part, on devrait s'attendre à ce que dans les prochains mois, le chômage continue de remonter. Et c'est un point qui a souvent été soulevé par Jérôme Powell dans ses interventions. Au-delà du chiffre d'inflation lui-même, c'était de signaler en quoi il était préoccupé par le degré de tension sur le marché du travail. D'accord. Oui. Et donc, ce sera probablement ça le verdict. Je pense qu'il y a un autre point, un autre lag dont on peut parler aussi, qui a été souligné par Jérôme Powell dans son intervention, c'est le fait de dire il y a un effet de lag entre les hausses de taux auxquelles il a procédé en 2022 et leur transmission à l'économie réelle.
C'est un débat d'économistes sans fin, on n'aura probablement pas le temps d'en parler là. Historiquement, les bouquins de macroéconomie expliquent qu'il y a 12 à 24 mois de délai de transmission. On sait que c'est beaucoup plus rapide sur certaines parties de l'économie, notamment dans la mesure où les entreprises se financent de plus en plus par le marché. L'écartement des spreads obligataires fait que le durcissement des conditions financières arrive plus rapidement que par le passé où toute l'économie était financée par le bilan des banques. Néanmoins, effectivement, il faut avoir cet effet de lag en tenir compte. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a une partie de l'effet des hausses de taux de cette année dont on va voir les conséquences effectivement l'année prochaine. Dit autrement, on se rapproche progressivement du taux terminal. Et je pense que la problématique maintenant dominante pour le marché... Que vous voyez à 5, 4,5%, oui, c'est ça. également, oui. Mais maintenant, la problématique clé pour le marché, c'est pas est-ce qu'on s'arrête à 4,5 ou est-ce qu'on va à 5 ou à 5,25. C'est combien de temps on y reste. L'espoir du marché jusqu'à cet été, c'était de penser qu'après avoir monté les taux, la Fed inverserait très rapidement sa politique. Oui, parce qu'il y avait un pic d'inflation et donc un pic de taux dont on pensait... Et aussi parce que par le passé, dans les cycles monétaires précédents, la Fed recoupait les taux au bout de 6 mois après les avoir montés. Et c'est aussi ce qu'a fait Powell en 2019, après les avoir montés en 2018. Et après sa dernière hausse de taux de décembre 2018, il signale au marché dès début janvier 2019 qu'il va baisser les taux. Or, si on replonge dans une autre histoire économique qui est plutôt celle des années 70, on reste sur des plateaux de taux. La thérapie années 70, c'est plutôt 12 à 18 mois de plateaux de taux élevés et attendre de voir la décrue de l'inflation. Et c'est ça que Jérôme Powell essayait de corriger depuis Jackson Hole. Et c'était notre thématique du pivot au plateau, qu'il faut peut-être se préparer à avoir un plateau de 12 mois. En tout cas, c'est ce que le marché maintenant intègre dorénavant. Et puis, on peut avoir effectivement une bonne surprise si l'inflation décroît plus vite. Et à ce moment-là, les investisseurs rejoueront à nouveau le pivot. Mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui jouent une rebaisse rapide des taux. Un mot, je change de sujet, mais vous avez évoqué effectivement ce que nous disent les entreprises. Alors, moi, j'ai plutôt envie de vous demander ce que vous pensez des entreprises, ou en tout cas de la saison des résultats actuellement aux États-Unis. Alors, toutes les entreprises du S&P 500 n'ont pas encore publié leurs résultats, mais on en a une vision majoritaire aujourd'hui. On est en moyenne, si je ne dis pas de bêtises, sur une croissance de 3% des bénéfices des entreprises du S&P 500. Et des analystes de chez Goldman Sachs ont publié une note qui estime que cette croissance des résultats en 2023 devrait être à 0%, à savoir complètement atone, du fait de marges qui se contractent en annuel pour la première fois sur le troisième trimestre de cette année. Et ça, c'est le scénario hors récession, entre guillemets. C'est-à-dire que ça pourrait être pire. Ça va dans le sens de ce que nous disait Jean-François Robin, c'est-à-dire d'une croissance faible, voire nulle, sur cette année 2023 qui va s'ouvrir. En tout cas, sur les 2 premiers trimestres 2023, c'est clairement l'anticipation dominante. C'est plus de croissance des bénéfices, voire un risque baissier. Sur les 11 secteurs principaux, vous en avez 5 qui sont déjà en baisse de croissance des résultats au 3e trimestre. Alors c'est vrai qu'il il faut regarder au-delà du pourcentage de sociétés qui publient au-dessus des attentes, parce que ce chiffre est toujours très supérieur à 50%. C'est le sport des saisons de résultats. Et là, on est à plus de la communication. Voilà, c'est de la communication financière. On a plus de 70% d'entreprises qui publient au-delà des attentes. Et le taux de surprise positive, c'est à peu près 3 points de croissance des bénéfices. Mais le point essentiel à regarder en fondamental, c'est, vous l'avez dit, l'effritement des marges. Vous avez 11% de croissance des chiffres d'affaires, mais 3% de croissance des bénéfices. Donc il y a bien quelque chose qui se passe au niveau des marges. Et puis si on se tourne sur l'Europe, c'est aussi de regarder les choses en retirant le secteur de l'énergie. Et là, la croissance des bénéfices se rapproche fortement de celle des États-Unis. Pour l'année prochaine, la thèse dominante du marché, c'est de penser qu'on devrait rester en croissance des bénéfices positive entre 3 à 5%. Néanmoins, les risques sont clairement à la baisse. Parce qu'effectivement, c'est difficile d'imaginer qu'on enlève 1 point de croissance mondiale ou 2 points de croissance mondiale sans enlever 10 à 15 points de croissance des bénéfices. Donc, c'est là où effectivement les investisseurs doivent rester prudents et faire attention à rester sur des secteurs où il y a de la visibilité sur les marges, des bilans pas trop endettés. Donc, le thème qualité résilient reste quand même assez dominant dans le marché. Christophe Barrot, même question sur cette saison des résultats. Alors, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais effectivement, Goldman Sachs, dans sa note, parle d'une croissance de résultats faible. Est-ce que vous utiliseriez ce terme-là pour parler de la croissance des résultats du 3e trimestre 2022 ? Si on regarde, alors on sait que ça surprend toujours à la hausse, mais comparativement à la moyenne, on était en deçà de la moyenne à 5 ans en termes de taux de surprise. Ce qui est aussi intéressant, c'est les guidances. Donc il y a proportionnellement plus de guidance négative que ce qu'on observe historiquement. Donc très clairement, il se passe quelque chose.
En plus, si on regarde même les anticipations pour ne serait-ce que le 4e trimestre, elles ont cessé d'être vues en baisse ces dernières semaines et le consensus, donc c'est FactSet, anticipe même une contraction de quasiment 1%. D'accord. Donc se dire que l'année prochaine, les résultats seront proches de zéro, ça implique qu'il y ait un gros ralentissement de l'économie américaine. Moi, je rejoins Jean-François là-dessus. J'aurais même tendance à dire qu'il peut y avoir un risque qu'elle soit très légèrement négative. Ça dépend des hypothèses qu'on peut prendre. Donc ça, c'est le scénario d'une récession en 2023 aux États-Unis, au moins technique. Au moins d'avoir 2 trimestres potentiellement négatifs. Ça dépendra beaucoup, je pense, du marché immobilier et de l'effet d'entraînement sur le reste. Après, les entreprises du S&P, il faut regarder qu'historiquement, elles sont de plus en plus exposées à la croissance mondiale. Et là, en termes de croissance mondiale, c'est très net. On s'attend à un ralentissement de 3%. Donc, si on prend la mesure du FMI, à quelque chose qui se rapproche ou inférieur à 2% l'année prochaine. Donc, c'est plutôt très cohérent avec des EPS qui soient à peu près stables, mais du moins qui ne progressent pas significativement en 2023. Un mot peut-être, Jean-François Robin, rapidement sur cette saison des résultats également. Alors, vous avez parlé de votre vision de la croissance américaine. Là, de manière plus générale, on a évoqué les entreprises du S&P 500, les entreprises européennes également. Comment est-ce que vous la voyez, cette saison des résultats aujourd'hui ? Sur les États-Unis, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Ça va dans le sens de votre vision de la croissance. Alors après, il y a aussi un truc qu'on voit dans les résultats actuels qui est assez frappant quand même. On dit toujours que l'économie américaine est très domestique, très peu ouverte sur le monde, mais on voit quand même l'impact et l'importance prise des GAFA dans les valorisations boursières et dans les résultats, et que ces GAFA-là sont, elles, très dépendantes de l'extérieur, Netflix, etc. Et on voit pour la première fois l'impact du dollar fort sur les résultats rapatriés en dollars des profits faits en euros ou en sterling. C'est pas les mêmes, quoi. Et donc on voit pour la première fois, je trouve aussi marqué vraiment l'impact du dollar fort sur les résultats des entreprises américaines qui finalement sont internationales, quoi. Et donc si on veut être un petit peu contrariant. Moi, je pense qu'effectivement, ça ralentit, que les résultats, je ne vois pas pourquoi on sera à 2 chiffres l'année prochaine dans un contexte où la croissance mondiale, la croissance américaine s'arrête, sudden stop, quoi. Je ne vois pas comment ça pourrait être bon. En revanche, on a peut-être un petit effet dollar qui va jouer à l'inverse, je pense, l'année prochaine, où nous, on voit plutôt le dollar quand même rebaisser contre euro. On voit un euro en fin d'année prochaine à 1,06. Donc un effet de change qui redevient un petit peu plus favorable, etc. Puis comme on est moins négatif que le consensus sur finalement l'Europe, parce qu'on ne croit pas à l'Armageddon de la crise énergétique de 2023. On n'y croyait pas en 2022 quand tout le monde nous disait qu'on devrait tricoter des pulls cet hiver et qu'on passerait jamais l'hiver. À la fin, on va passer l'hiver sans trop de soucis a priori. Je pense que 2023, c'est pareil, on se fait très très peur sur l'économie européenne et qu'à la fin, on va peut-être échapper à la récession globalement en Europe. On va être sur une stagnation. On parlait des États-Unis, nous on est sur un chiffre proche de zéro, mais on est quand même typiquement sur la France où on finit 2023 plus haut qu'en 2022. Donc le scénario récession qu'on lit quand même régulièrement, qu'on entend régulièrement, même si elle n'est que technique, c'est pas un scénario que vous partagez vous actuellement. C'est-à-dire qu'après on joue un petit peu avec les mots. C'est-à-dire que si vous passez d'une croissance française qui risque d'être à 2,5 cette année, peut-être même 2,6, on doit être dans les indicateurs, l'acquis de croissance, à une croissance française l'année prochaine à 0,6, c'est à peu près cette aune-là sur l'Europe, on passe de 3 à moins de 1, c'est quand même un énorme ralentissement, un énorme choc sur la croissance. Mais cela étant, ça veut quand même dire qu'en fin 2023, on a un PIB européen supérieur à 2022. Donc ça, c'est pas non plus l'énorme récession qu'on nous annonce pour beaucoup qui, on joue à ça. Mais regardez encore une fois les indicateurs récemment ou les résultats des entreprises européennes, à l'inverse des États-Unis, je trouve qu'ils sont hyper résilients, quoi. Les résultats des boîtes du CAC, etc. On voit des résultats. On est tous sur même les automobiles. Les Faurecia, des Michelin, des Stellantis, des Renault, ils sont tous à plus 20 quand on nous disait qu'il faudrait des siècles avant qu'on se remette de ce Covid. Finalement, la profitabilité, le fait de jouer sur des valeurs ajoutées, sur de l'électrique, c'est aussi associé à du profit, quoi. Un sujet dont on n'a pas parlé, il nous reste quelques minutes pour le traiter. On va continuer avec vous rapidement, Jean-François Robin. Une réouverture potentielle de l'économie chinoise début 2023, est-ce que ça pourrait venir insuffler un petit peu plus de croissance, du coup, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ?
Alors oui, une Chine qui réouvre, c'était le moteur de l'économie mondiale de ces dernières décennies. Donc une Chine qui réaccélère fortement, ce serait une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale, pour sans doute moins pour la normalisation des prix des matières premières. Il faut garder en tête que la Chine importe quasiment un quart de l'énergie du monde. Donc c'est vraiment le moteur qui est sur le cuivre, l'aluminium, n'importe quelle commodity, c'est la Chine. Simplement, nous, notre avis là-dedans, c'est qu'attention, croire que post-congrès, ça va changer quelque chose, nous, on n'y adhère pas du tout. On voit 4% de croissance sur la Chine contre 3% aujourd'hui. Enfin, songez quand même que la Chine, cette année, fait à peine mieux. On est quasiment à parité avec la France en termes de croissance et que le taux de chômage des jeunes en Chine est supérieur à celui de la France aujourd'hui. Donc, on est sur un énorme choc chinois sur la croissance qui est lié à une bulle immobilière qui fait 30% du PIB qui est en train d'exploser. Est-ce qu'on peut penser que Xi Jinping, après être devenu le nouveau Mao, on passe en full dictature, on pense dire les choses, est-ce qu'il va changer quelque chose à sa gouvernance qu'il a montré là? Moi, je ne crois pas un instant qu'il va devenir très pro-business, alors que depuis tout le dernier mandat, ça a été de passer un truc très pro-business à un truc très pro-parti. Donc moi, je ne crois pas du tout à une ouverture de la Chine sur le monde, sur l'extérieur, sur une réouverture à l'investissement étranger et compagnie. Je crois qu'il faut un petit peu oublier cette idée de la Chine qu'on a eue pendant une petite décennie. On passe de l'esprit Jintao, Deng Xiaoping à plutôt Mao là. Vincent Manuel, question un peu différente. Est-ce qu'une réouverture de l'économie chinoise, alors effectivement, comme nous le dit Jean-François Robin, comme avant, entre guillemets, est plausible en début 2023? Mais je pense qu'il ne faut pas trop en attendre. Effectivement, c'est une rumeur qui alimente les marchés depuis. Oui, c'est vrai qu'on parle de rumeurs qui alimentent des rumeurs, mais qui sont plutôt pas confirmées aujourd'hui par les autorités. Si la Chine rouvre, elle risque de le faire sans le dire vraiment, compte tenu des enjeux de communication politique qui ont entouré la politique zéro Covid de Xi Jinping. La difficulté de souscrire totalement à l'hypothèse, c'est que les cas de Covid continuent de monter et qu'aujourd'hui, vous avez une partie importante de la population, notamment la population âgée, qui n'est pas vaccinée, et c'est ça qui met aussi un peu de pression au besoin de garder cette politique-là. Maintenant, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un examen qui est en train d'être fait des politiques de lockdown, de confinement mis en place au niveau des villes. Ce n'est pas le gouvernement central qui décide de tout, c'est les régions, c'est les villes. Il y a cet examen qui est en train de fait. Il est possible que, suite à cet examen, ils décident d'ajuster, de rationaliser un petit peu à des politiques qui, pour le moment, étaient dictées d'abord et aussi par la politique. Il était impossible pour une municipalité de relâcher la politique zéro Covid avant le Congrès. Donc il ne faut pas trop en attendre, mais on se rend compte qu'il n'en faut pas grand-chose pour réveiller le marché chinois qui était archi survendu. Maintenant, je crois qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, quand même, sur le scénario chinois. On a parlé effectivement cette bulle immobilière. La Chine, elle est dans un cycle de deleveraging. Donc ça veut dire, on a évoqué tout à l'heure la situation de l'épargne des ménages américains. La Chine était un réservoir d'épargne très important, ça l'est toujours, mais les ménages chinois se sont beaucoup endettés pour de l'immobilier au cours des dernières années. Donc là, on est un peu dans un deleveraging forcé. Donc l'idée, c'est l'austérité. Une limitation à la hausse de la croissance. En termes de politique économique, une partie des investisseurs misaient sur l'idée que face à ce ralentissement, la politique budgétaire, la politique monétaire serait extrêmement expansionniste. On ne le voit pas pour le moment, même si la Banque centrale chinoise, la PBOC, a baissé légèrement les taux. On est encore en taux réel neutre à légèrement positif, premièrement. Et deuxièmement, sur la politique fiscale, il y a une vraie incertitude sur le levier fiscal possible pour le gouvernement central, puisque si on accumule l'ensemble des dettes du pays, elles sont quand même relativement importantes. Donc on a une politique économique qui est peut-être un peu moins manœuvrante que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc il faut avoir un petit peu tous ces critères en ligne de compte. Maintenant, c'est un marché qui est relativement bon marché aujourd'hui, qui traduit probablement pas mal de pessimisme. Avoir en tête, dernier point, que les implications peut-être aussi politiques et communicationnelles de ce congrès, c'est que peut-être que c'est un marché moins investissable pour des investisseurs internationaux, notamment des investisseurs américains. Et on est aussi peut-être dans une phase d'autonomie stratégique et de patriotisme financier qu'il ne faut pas négliger dans les 2 prochaines années aux États-Unis. En tout cas, un nouvel homme fort consacré en Chine, ça, on l'aura suivi. Et Christophe Barrot, rapidement, sur le scénario chinois ou sur le cas d'investissement Chine, comme vous le voulez, j'ai envie de dire, pour la façon de l'aborder. Mais quel est votre scénario un petit peu sur la Chine pour l'année à venir ?
Moi, mon sentiment, c'est que ce soit sur l'immobilier ou que soit sur le Covid, on a peut-être touché un peu la limite, à savoir que l'impact sur l'économie est extrêmement marqué. Alors, ils vont pas réouvrir du jour au lendemain, ils vont assouplir progressivement. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça se fera de manière plus visible à partir du deuxième trimestre, vraisemblablement après le Nouvel An chinois, où il y a des gros mouvements de population. Sur cette partie Covid. Et sur la partie immobilière, on a déjà vu aujourd'hui qu'il y avait tout un tas de mesures de restriction qui étaient mises en place depuis fin 2020. Ils les retirent petit à petit parce que justement les ménages chinois sont aussi beaucoup investis dans l'immobilier, qu'au mois de septembre c'était la 13e baisse consécutive des prix immobiliers. Et si on regarde le nombre de défauts dans le secteur, c'est quasiment le plus haut historique. Ce sera le plus haut historique en 2022. On voit la pression sur les promoteurs. Donc, le risque derrière, c'est de potentiellement avoir l'entraînement sur le secteur financier. Donc, on sent qu'on est vraiment un peu à la limite là-dessus. Après, on n'ouvrira pas les vannes, que ce soit sur le Covid ou sur l'immobilier. Mais je pense on est dans des zones de résistance. Et on est plutôt enclin à avoir un assouplissement des deux côtés. Après, est-ce que ça permettra d'avoir une croissance stratosphérique ? On ne pense pas. Mais une accélération par rapport à 2022, sûrement. Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste chez Market Securities, de nous avoir accompagnés. Merci également Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis CIB. Et merci Vincent Manuel, directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse.